MeToo est un mouvement qui est parti des États-Unis et qui est devenu mondial. C'est un mouvement fait de petites victoires, de grandes avancées, de révolutions, mais aussi de recul, de retour de bâton, par exemple dans des pays où l'extrême droite a conquis le pouvoir, mais pas seulement. Pour en parler avec Léna et moi, deux historiennes et une chercheuse en études de genre, Christelle Tarot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous publiez un ouvrage massif, complet, nécessaire, Féminicide, une histoire mondiale, un ouvrage collectif que vous coordonnez pour analyser le continuum de violences faites aux femmes et qui aboutit parfois au féminicide, mot que le mouvement MeToo a contribué à faire entrer dans le langage courant. On va en reparler. Lisselle Quiroz, bonsoir et bienvenue. Vous êtes historienne, vous avez publié en 2021 Féminisme et activisme dans les Amériques. Vous étudiez le féminisme en Amérique latine, où MeToo a amplifié des combats féministes historiquement déjà très ancrés. Marie-Moïse, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chercheuse en Gender Studies, ce sont les études sur le genre, en Italie, où l'extrême droite vient d'accéder au pouvoir à travers une femme qui n'est pour autant pas une féministe, loin s'en faut, et vous avez publié en 2020 Féminisme dans le monde, 23 récits d'une révolution planétaire. Pour commencer, à toutes les trois, une première question. Est-ce que vous diriez, 5 ans après MeToo, que les droits des femmes ont progressé dans le monde? Christelle Tarot. Eh bien, ça dépend d'où. En fait, bien sûr, parce qu'il y a des endroits où ça progresse, heureusement, pas sur toutes les questions d'ailleurs, et puis il y a des endroits où ça recule. L'un des reculs, je pense, le plus évident, c'est bien sûr la révocation du droit fédéral aux États-Unis pour que les femmes puissent avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Peut-être, à contrario, un endroit où ça progresse d'une manière très importante, c'est en Iran, avec ce formidable mouvement des femmes en ce moment, mais aussi, on va sans doute en reparler, en Amérique centrale et en Amérique latine, qui quand même est une région qui a fait beaucoup pour faire progresser la situation globale des droits des femmes. Votre constat, Lisselle Quiroz, sur ces 5 ans de MeToo, est-ce que le bilan est positif? Alors moi, je ne suis pas tellement dans la notion de progrès est pour moi un petit peu problématique, justement. Je pense qu'il y a des évolutions et il y a des changements, et des changements très positifs pour certaines femmes, moi je dirais plutôt pour certaines femmes, pour certaines catégories de femmes, et malheureusement pour d'autres, en tout cas dans l'espace qui est mon terrain de recherche, l'Amérique latine en général. Alors effectivement, il y a des groupes pour lesquels eh bien, il y a eu les combats ont été positifs et gagnants, et puis pour d'autres, malheureusement, des millions de femmes, qu'elles soient autochtones, afro-américaines en général, eh bien, la situation, elle reste quand même très critique, on en parlera, mais bon, les violences faites aux femmes touchent principalement ces femmes qu'on appelle racisées, appauvris et voilà, pour lesquels les combats ne sont pas toujours suffisamment, à mon sens, relayés, suffisamment entendus, et qui pourtant elles sont présentes et se battent depuis des décennies. Voilà. Marie-Moïse? Tout à fait d'accord. Je n'analyserai pas qu'en termes de droit, mais en termes de pouvoir. Si on parle en termes d'avancement de droit, là, la victoire la majeure, je dirais, c'est le droit à l'avortement en Argentine. Comme le mouvement est global, la victoire est globale. Mais si on l'analyse en termes de pouvoir, je dirais, les femmes sont en train de gagner du pouvoir à plusieurs niveaux de la société. Au niveau culturel, au niveau économique, pas pour toutes les femmes, certaines femmes, justement, mais surtout du pouvoir au sein des mouvements. Si on regarde le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est bien guidé par des femmes. Les mouvements au Soudan, les mouvements des femmes en Iran à ce moment-là, il y a une féminisation des mobilisations sociales. Alors regardons justement l'actualité. Dans votre pays, l'Italie, l'extrême droite est désormais au pouvoir et son visage est celui d'une femme, Giorgia Meloni, la patronne du parti Fratelli d'Italia. Sa victoire suscite la colère des militantes féministes notamment, militantes qui sont déjà allées manifester un peu partout en Italie la semaine dernière, le 28 septembre dernier, qui est d'ailleurs la journée internationale pour le droit à l'avortement.
Ouais, l'occasion était toute trouvée, ou plutôt ironique, vu ce que Giorgia Meloni a promis pendant sa campagne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le droit à l'avortement et les droits des femmes en Italie ? Oui, Giorgia Meloni a avancé de façon paradoxale un supposé droit des femmes à ne pas avorter. Alors qu'en Italie, on a un vrai problème à avorter aujourd'hui. On a une loi qui, en théorie, nous permet d'accéder à l'avortement, mais qui est bien opposée par l'article 9 de cette loi qui permet l'objection de conscience. Et ça crée des vrais problèmes parce qu'on a des hôpitaux entiers où il y a qu'il n'y a de médecins qui sont disposés à pratiquer l'avortement. Et dans le sud de l'Italie, les structures sont complètement anti-avortement. Et donc là, la menace, c'est de généraliser ces difficultés. Ça fait depuis les années 70 en fait que les femmes ne se sont pas arrêtées de lutter pour améliorer la loi qu'on a à ce moment-là. Et c'est pour ça que la montée de Meloni nous force à se mobiliser encore. Mais depuis les années 70, c'est pas l'extrême droite qui a été au pouvoir en Italie. Ça veut dire que le mouvement féministe qui a dû se battre n'a pas réussi à convaincre la droite au pouvoir et aussi la gauche de renforcer les droits des femmes. Comment vous expliquez que la gauche italienne ait été incapable en réalité de faire progresser suffisamment les droits des femmes et de contrer la montée en puissance de Giorgia Meloni ? Je dirais qu'on a justement ce problème avec la gauche depuis les années 70. Vous voyez, la gauche était contraire au divorce à l'époque. Elle était contraire à faire voter, à laisser le droit de vote aux femmes parce qu'ils avaient peur que les femmes auraient voté à droite. Ça, on a entendu ça dans le débat français aussi quelques années. Donc ça revient du passé, ce problème. Mais là, et je ferai le lien entre le mouvement féministe actuel et cette posture conservative de la gauche en Italie, qui est bien en crise. Et on le sait bien, quand on a une crise, on tend à développer des attitudes conservatives pour conserver ce qui reste. Là, le mouvement féministe est en train de se construire d'une certaine façon hors de la gauche traditionnelle, d'une perspective où l'on analyse la gauche n'existait plus en fait. Et on n'a plus une gauche qui représente les femmes, qui laisse l'espace aux femmes de lutter, de prendre la parole, de prendre l'espace politique. Et d'une certaine façon, le mouvement féministe est en train de reconstruire la gauche de la base. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je veux dire que c'est quelque chose qui est en fait très ancien, la rupture entre les idéologies de gauche, disons-le comme ça, et les mouvements féministes, parce que ça remonte à bien plus loin en réalité, en particulier en Europe. Si les droits des femmes ont avancé, c'est essentiellement grâce aux femmes. Il faut dire les choses comme elles sont, dans la gauche comme de manière générale dans l'ensemble du spectre politique. Et donc, on note à de très nombreux moments, y compris dans les épisodes révolutionnaires, contemporains ou moins contemporains, que les femmes ont toujours été exclues. La France en est un excellent exemple, puisque la première chose que font, ou quasi la première chose que font les révolutionnaires en 1789, c'est d'exclure la moitié de l'humanité française des droits politiques. Et ce hiatus ne s'est toujours pas résolu depuis. Donc, oserais-je dire qu'il y a un conservatisme anti-femme, y compris dans les partis de la gauche, qui explique qu'une grande partie des mouvements féministes, ici comme ailleurs, se sont constitués en dehors, et c'est pas nouveau, et notamment dans des organisations non mixtes. Sinon, on comprend pas très bien si les femmes étaient si bien dans leur parti à la gauche comme à l'extrême gauche, pourquoi est-ce qu'elles créeraient à l'extérieur des organisations non mixtes. Donc je crois qu'il faut aussi revenir sur cette mythologie dans lequel nous sommes inscrites collectivement, qui consiste à dire que la gauche serait de ce point de vue-là, globalement, il y a des contre-exemples bien sûr, plus progressiste. Si cette idée avance dans les mouvements de gauche, c'est parce que les femmes s'en sont emparées, et en particulier les féministes. Comment expliquer qu'en Italie, le mouvement MeToo n'est pas vraiment pris ?
Comment? J'analyserais le mouvement MeToo de façon globale, en fait. Je dirais que au niveau culturel, ça a bien affecté la société italienne également. Mais il faut le lier en même temps aux espaces de pouvoir politique, social, économique des femmes. Et comme on disait auparavant, cet espace sont bien difficiles à gagner. Donc, je dirais que la revendication qu'on a menée avec le MeToo d'une certaine façon, a ouvert des espaces qui n'existaient pas. Et ce sont des espaces entre femmes. Elle a modifié, elle a réarticulé la façon de concevoir les relations entre femmes. Et ça, c'est bien important, même si ce n'est pas complètement visible. Pour ce qui concerne le rapport de femmes au contexte mixte, là c'est difficile parce qu'il y a tout à fait une réaction. Voilà. Léna. Les difficultés qu'on voit en Italie, ces mouvements paradoxaux, on le voit aussi, là, c'est d'actualité au Brésil, avec l'élection présidentielle, le premier tour vient d'avoir lieu, il y aura un second tour, puisque Lula n'a pas gagné au premier tour et Jair Bolsonaro a fait un bien meilleur score que prévu. Est-ce que vous êtes inquiète du résultat du second tour de la présidentielle au Brésil, qui aura lieu le 30 octobre prochain? Alors, on est inquiet dans la mesure où les sondages annonçaient Lula gagnant, et c'est toujours un danger puisqu'on vient de voir qu'on le donnait gagnant à 52%, il obtient 48%, un peu plus. Donc forcément, la dynamique peut se tourner un peu en sa défaveur et favoriser Bolsonaro. Maintenant, attendons, il faudra voir comment se déroule ce second tour. En tout cas, la situation des femmes au Brésil est particulièrement difficile, mais ça date pas forcément du gouvernement, pas seulement du gouvernement de Bolsonaro. C'est sûr que Bolsonaro n'a pas fait avancer les choses ou les changer en faveur, notamment des millions de femmes afro-brésiliennes qui vivent notamment dans les favelas et qui sont les premières victimes des féminicides. 66% quand même des féminicides au Brésil concernent les afro-brésiliennes. Donc c'est quand même une situation extrêmement délicate. C'est 1300 meurtres de femmes, donc de féminicides par an. C'est quand même, c'est vraiment déjà une situation qui est extrêmement tendue, extrêmement compliquée pour elle, malgré les mobilisations. Parce que, je dirais en tout cas en Amérique latine, les femmes sont au-devant des mouvements sociaux, mais historiquement, au moins depuis justement la avant MeToo même, justement, bien avant MeToo. Et l'Amérique latine, alors je dirais que c'est quand même la région qui a un peu devancé. Je dirais que, en fait, vous me posiez la question, qu'est-ce qui se passe 5 ans après en Amérique latine? En fait, que l'Amérique latine n'a pas attendu MeToo pour faire sa révolution féministe ou ses révolutions féministes, puisqu'il faudrait parler au pluriel. Depuis les années 90, il y a tout des mouvements des féministes et de réflexion, à la fois de réflexion et d'action, pour répondre à ces problèmes de la violence, d'ailleurs qu'en Amérique latine, on appelle violence de genre, clairement, donc c'est pas juste... c'est une violence spécifique vis-à-vis des femmes, et ces mobilisations ont conduit non seulement à cartographier, puisque en fait les chiffres dont on dispose aujourd'hui pour chaque pays, ce sont des avancées, puisqu'on a déjà pu ne serait-ce que comptabiliser et accepter et prendre de plus en plus de plaintes de femmes, et d'un côté, et puis de l'autre, de peser lourdement, et le succès des Argentines pour le droit à l'avortement le montre bien, comment sur le long terme, depuis les années 90, les collectifs féministes sont mobilisés pour faire bouger les choses. Ça n'a pas été facile,
en Argentine. Ça a duré au moins 10 ans de mobilisation de ces féministes-là qui ont obtenu enfin gain de cause. Mais donc les mouvements, par exemple, Ni Una Menos, qui est né aussi en Argentine, eh bien, il débute en 2015. Donc vraiment, on a depuis les années 2010 des mouvements de plus en plus forts et puissants et surtout qui s'articulent sur tout le territoire latino-américain, et ça c'est aussi spécifique de cette région, c'est le fait que la circulation à la fois des réflexions, des textes, de la théorie et aussi des actions et des pratiques donne un écho considérable. Depuis 2015, il n'y a pas de pays, il y a 17 pays dans lesquels, par exemple, le terme de féminicide est inscrit désormais dans toutes les législations. Alors justement, on va y venir à ce mot de féminicide, à ce concept et à tout ce que ça recouvre à travers votre livre et à travers la mobilisation en Iran qui finalement a commencé justement par un féminicide. Donc c'est un mouvement de révolte qui a commencé il y a 15 jours. Son point de départ, c'est la mort d'une jeune Iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, battue à mort pour un voile mal ajusté. Depuis, des femmes se lèvent en solidarité, se filment ciseaux à la main, en train de se couper les cheveux, en riant ou en pleurant, tant le geste n'a rien d'anodin. On voit aussi les femmes brûler leur hijab en dansant autour de feux de joie. On les voit manifester tête dévoilée, ce qui est très risqué en Iran où le voile est obligatoire. Les images qui nous parviennent révèlent aussi la répression féroce d'un régime acculé qui n'entend pas céder face à ces trois mots femme, vie, liberté, incompatibles avec sa théocratie autoritaire. Christelle Tarot, la mort de Mahsa Amini, c'est un féminicide? Oui, bien sûr. Et quel est le ressort? Alors, en fait, il faut comprendre que, et pour ça, il faut faire retour précisément sur ce que vous disiez, c'est-à-dire sur l'importance des définitions, et en l'occurrence, celle du féminicide, qui est effectivement tout à fait connectée à l'espace latino-américain. En l'occurrence, le terme féminicide est né dans un contexte très particulier, qui est celui du Mexique, de Ciudad Juárez en particulier. Pas seulement, mais notamment, où, en fait, on était confronté à des assassinats qui ne correspondaient pas à l'image qu'on avait du féminicide jusque-là, qui n'était d'ailleurs pas nommé comme ça, qui était nommé fémicide, et qui correspondait globalement à l'assassinat d'une femme parce qu'elle était une femme par un partenaire intime. C'est globalement la première définition qui avait été proposée. Et puis, dans de nombreuses régions d'Amérique latine, mais en particulier, prenons le Mexique, eh bien, on commence à exhumer de très nombreux corps, des dizaines, des centaines, puis des milliers, sans parler des disparus, parce qu'il y a aussi, bien sûr, le nombre inconnu de femmes disparues. Je dis inconnu parce que tant qu'on n'a pas de corps, il n'y a pas de morte, nous dit-on. Et devant cette situation totalement inouïe, invraisemblable, qu'on présente d'ailleurs à ce moment-là comme inédite, alors que moi, je pense, et je le montre, je crois très bien avec le livre, que ce n'est malheureusement pas une situation inédite et qu'on peut remonter très loin dans le temps, comme par exemple avec les chasses aux sorcières en Europe au XVIIe siècle, comme le montre très bien Silvia Federici en particulier. Mais donc, devant ce crime inouï, d'une violence invraisemblable, on comprend qu'il faut forger un nouveau concept d'une certaine manière, parce que ceux qu'on a jusque-là ne sont pas très opérants ou ne fonctionnent pas en fait dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça en fait que dans une conversation, je pense très riche entre des activistes, des chercheuses qui sont d'ailleurs souvent des militantes chercheuses ou des chercheuses militantes, on va donner une nouvelle réalité intellectuelle parce qu'on est complètement sidéré par ce qui se passe à travers ce concept de féminicide qui est un concept hyper politique, disons-le clairement, et qui a vocation en fait à prendre en compte un continuum de violences faites aux femmes qui vont des plus brutales, des plus évidentes, l'assassinat, sachant d'ailleurs qu'on ne se contente pas de tuer une femme parce qu'elle est une femme, on l'inscrit en général dans un surmeurtre, et qui vont en fait jusqu'aux violences les plus symboliques. Alors, c'est ce que vous appelez dans l'introduction de ce travail titanesque, de continuum féminicidaire, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire, ce continuum? Mais ça veut dire qu'en fait, tuer une femme, c'est pas seulement la tuer physiquement.
il y a de nombreuses manières d'assassiner des femmes, en particulier les femmes qui sont inscrites dans des dominations croisées, comme vous le disiez toutes les deux tout à l'heure, parce que si toutes les femmes sont touchées par le continuum féminicidaire, elles ne le sont pas toutes de la même manière. Et effectivement, le livre montre bien, dans plusieurs parties, en particulier dans la partie sur esclavage et colonisation comme féminicide, mais aussi sur les féminicides en génocide, que lorsqu'on est effectivement une femme issue d'un peuple natif, lorsqu'on est une femme issue de l'histoire de l'esclavage, lorsqu'on est une femme pauvre, lorsqu'on est une femme en situation de handicap, lorsqu'on est une femme transgenre, etc., on a beaucoup plus de chances en fait de connaître une partie beaucoup plus importante du continuum féminicidaire. Mais en gros, le continuum féminicidaire, qu'est-ce que c'est ? C'est des violences qui sont faites aux femmes de la naissance à la mort et parfois même avant la naissance, puisque ça inclut aussi les féticides de masse que connaissent par exemple de manière très importante depuis le second XXe siècle le continent asiatique. Donc des violences extrêmement polymorphes qui vont de l'assassinat physique à l'assassinat symbolique. Ça passe par plein de choses. Moi qui suis historienne, par exemple, et qui ai beaucoup travaillé sur cette question, par exemple, ça passe par la néantisation totale des femmes dans l'histoire de leur propre pays et dans l'histoire globale. Mais ça peut passer par la langue, ça peut passer par les violences domestiques, ça peut passer par le harcèlement de rue, évidemment la culture du viol et de l'inceste. Les injonctions les injonctions de beauté. Hier, je regardais Blonde. C'est absolument délirant de voir qu'est-ce que ça fait les stéréotypes de beauté sur une femme comme par exemple Marilyn Monroe. Donc voilà, ce continuum féminicidaire est un outil très utile en fait qui nous permet de comprendre que beaucoup de violences sont liées à la situation des femmes, qu'elles connaissent pas forcément toute la gamme, heureusement, que certaines connaissent beaucoup de choses à l'intérieur de cette gamme, et que ça permet de complexifier, de rendre plus subtile l'analyse du féminicide. Oui, je voulais ajouter, quand je disais que pas seulement à Ciudad Juárez, c'est parce que c'était toute la frontière entre les États-Unis et le Mexique, absolument, où se trouvent jusqu'à aujourd'hui des milliers ou des centaines de femmes qui travaillent dans les maquilas, donc ces entreprises ou ces usines de fabrication où elles sont exploitées et où se trouvent de jeunes femmes migrantes en général qui attendent le tour pour passer de l'autre côté de la frontière, et que à partir donc de ce phénomène massif qui concerne de milliers de femmes, on a et Marcela Lagarde en particulier a conceptualisé donc toute la notion de féminicide. Mais ce que je voulais ajouter, ce que vous disiez, ça me fait penser à la notion globalement de violence de genre qui couvre exactement le continuum féminicidaire en Amérique latine. Donc en fait, les féministes latino-américaines, dans ce concept de violence de genre, ont inclus un certain tout ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire le harcèlement de rue, les violences obstétricales, par exemple, ça fait également partie donc des réflexions. Donc en fait, cette notion aussi permettait de ne pas se centrer uniquement. Alors bien sûr, c'est le phénomène le plus marquant, le plus brutal, tellement cruel qu'il faut absolument, ça heurtait l'opinion publique en général. Mais la violence de genre couvre différents aspects et désormais, par exemple en Bolivie ou au Pérou, le harcèlement dans l'espace politique, pour les femmes qui entrent en politique, on a aussi des lois ont été votées pour protéger ces femmes, le harcèlement médiatique également. Donc en fait, on couvre aussi tout ce champ qui est bien plus large que simplement, disons, la violence physique. Absolument. Et d'ailleurs, j'ajoute que ce continuum féminicidaire, il a vocation à expliciter, à éclairer, à démontrer un système d'écrasement des femmes, parce que c'est ça dont il s'agit, un système d'écrasement des femmes qui est extrêmement ancien, probablement l'un des plus anciens de l'humanité, et qui est exemplifié par des tonnes de recherches passionnantes. Et là, notamment,
pour rebondir sur ce que vous disiez, par l'introduction de la partie 3 du livre consacré au meurtre individuel et au féminicide de masse, qui est écrit par Rosalinda Fregoso, qui a co-écrit ce livre formidable, Terrorizing Women, Feminicide in America, donc terroriser les femmes, les féminicides dans les Amériques, qui montre très bien en fait ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette violence qui est en même temps une violence contre les femmes, mais aussi une violence liée à un capitalisme prédateur qui est de surcroît racialisé, donc qui s'attaque précisément à des catégories de femmes qui sont ces jeunes femmes qui travaillent dans ces usines de sous-traitance à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et qui subissent précisément les discriminations croisées dont je parlais tout à l'heure. Là, je voudrais ajouter l'articulation si complexe de la notion de violence de genre de ce mouvement actuel. Je dirais que c'est lié aussi au fait que le cœur de ce mouvement, en fait, il pulse aux marges de la société globale. On a bien parlé de l'Amérique latine, de l'Iran, du Brésil. La pratique de la grève féministe a été inventée par les femmes polonaises, les femmes argentines. L'hashtag MeToo a été inventé par une femme noire de classe populaire. Et là, la complexification, à mon avis, ça revient aussi du fait que c'est l'hétérogénéité, enfin c'est l'intersectionnalité qui va être avancée dans les analyses. La façon dont les violences de genre se croisent avec les rapports de classe et de race. Et ça, à mon avis, c'est la spécificité de ce mouvement contemporain. Est-ce que la question des féminicides s'est fait une place en Italie? Est-ce que c'est dans le débat public, cette question-là? Parce on a tout un panel en Amérique latine, dans de nombreux pays, c'est carrément inscrit dans des constitutions. Donc c'est quelque chose qui existe sur le plan institutionnel, judiciaire. Est-ce que en Italie, c'est ne serait-ce que discuté dans le débat public en ces termes? On le discute en ces termes, mais en même temps, la loi, on a besoin toujours des lois pour vraiment reconnaître les violences faites aux femmes. Et c'est pour ça que le mouvement féministe est né, pour présenter à l'État italien un plan féministe contre la violence faite aux femmes, pour répondre au manque des plans étatiques et institutionnels. Et normalement, on parle de féminicide plutôt dans les médias et sur les journaux que dans le Parlement, au sein des institutions, en fait. On reconnaît la Convention d'Istanbul, mais l'Italie est à chaque fois... Pour l'éradication de la violence de genre contre les enfants. C'est ça, mais l'Italie est à chaque fois sanctionnée parce qu'elle ne la respecte pas. Donc on parle de féminicide, mais on ne pratique pas vraiment des solutions, quoi. Et le mouvement féministe en Italie, en 2016, a bien repris les mots de passe de l'Argentine et les pratiques du mouvement polonais, au moment où on a eu une femme qui a été brûlée à la rue par son compagnon. Et la façon dont l'opinion publique a été vraiment sensibilisée à ça, mais pas les institutions, mais on n'a pas eu des réponses institutionnelles. Et c'est dans à ce moment-là que les femmes se sont mobilisées pour avoir un rôle dans ce changement nécessaire. Justement, Christelle Tarot, toujours dans l'introduction, vous rappelez ce chiffre de 47 000 femmes et filles dans le monde qui ont été tuées par leur partenaire ou un membre de leur famille en 2020, soit une femme ou une fille toutes les 11 minutes. Comment expliquez-vous, même si on vient d'en parler depuis le début, la banalité de cette violence et que finalement elle soit relativement tolérée par la société? Alors d'abord, il faut dire que les chiffres sont en général minorés. En plus. C'est la base. Parce que, mais ils sont déjà terrifiants. Ils sont déjà terrifiants en tant que tels, mais ils sont minorés parce qu'il faut évidemment qu'il y ait eu soit un crime, soit que la femme ait porté plainte, etc. Donc il faut déjà qu'on soit passé par les institutions. Or, on sait qu'il y a une partie des meurtres de femmes qui passent totalement sous les radars. Donc on peut imaginer que c'est plus, en fait. Alors pourquoi? Je pense que d'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce système d'écrasement des femmes est très ancien.
des recherches maintenant très innovantes, en particulier les archéologues et les anthropologues féministes font remonter en fait le système d'écrasement des femmes dès le néolithique et peut-être même avant. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de millénaires en fait de relations inégalitaires. Et il faut comprendre que sur cette matrice de base, en fait, se sont articulés ensuite tous les régimes de pouvoir. Les régimes de force se sont constitués là-dessus, et tous les régimes de pouvoir se sont articulés à partir de cette discrimination première, de ce système d'écrasement premier. Donc, autant dire qu'il est complètement incorporé. Et que parce que les hommes, pendant des millénaires et des siècles et des années, et encore aujourd'hui, ont accaparé tous les pouvoirs, y compris celui de faire le récit, d'écrire l'histoire, eh bien, en fait, on s'est retrouvé confronté à une incapacité de dire. C'est pourquoi je crois que c'est très... Les femmes ont toujours parlé, mais ce qu'elles disaient n'était pas retranscrit. Et ça, c'est tout à fait important, et c'est pour ça que MeToo a été d'une certaine manière un détonateur, parce que ces femmes qui parlaient, qui étaient soit silenciées, soit qui parlaient sans qu'on les entende, tout d'un coup se sont imposées dans le débat public planétaire et ont fait valoir que leur situation était non seulement inacceptable, mais qu'elle ne comptait plus, évidemment, la supporter. Et donc là, il y a quelque chose, je crois, qui est tout à fait important à noter. Mais l'antériorité du système est évidemment tout à fait importante à prendre en compte. Alors, pour répondre à votre question, je dirais qu'en fait, comme vous le dites, Christelle Tarot, c'est quelque chose, cette violence, les violences faites aux femmes sont très anciennes. Et ce qu'on a aujourd'hui, je dirais, c'est que c'est devenu de plus en plus visible, et surtout parce que les femmes le disent désormais, c'est insoutenable, et donc il faut changer la situation. Je pense que la différence, c'est que on a colonisé, on a violé, exterminé, les génocides ont existé. Bon, c'était considéré comme quelque chose de normal, et aujourd'hui on ne considère plus ça comme normal, et c'est tant mieux. Donc je crois qu'il y a un changement aussi dans la perception qu'on a dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales et occidentalisées, que cette violence, elle est insupportable. Et concernant, alors je rebondissais en même temps sur la question du patriarcat, parce qu'en effet, vous le dites bien, il y a les préhistoriennes en particulier travaillent sur savoir quand commence le patriarcat. Effectivement, on le situe autour de 10 000 avant notre ère, mais ça veut dire que sur 3 millions d'années que couvre la préhistoire, le patriarcat n'était pas forcément présent. Donc c'est une histoire à la fois ancienne pour nous, mais récente finalement si on regarde à l'échelle du temps de la vie et de l'existence, mais que par ailleurs, le patriarcat, et ça aussi ce sont des théories en débat, mais ça c'est intéressant de le présenter ici, il y a des théories ou des féministes qui considèrent que le patriarcat n'existe pas partout forcément, et même aujourd'hui, qu'il y a des sociétés qui sont plus équilibrées que des anthropologues appellent des sociétés matriarcales, mais pas dans le sens, c'est exactement l'inverse que le patriarcat, mais plutôt des peuples qui vivent dans un équilibre de genre. Lesquels, par exemple Par exemple, on a répertorié partout dans le monde, mais moi, en Amérique latine, par exemple, les sociétés amazoniennes, les Awajún, les Shipibo, Conibo, etc., sont des groupes, par exemple, dans lesquels... Alors, certainement, on pense parce que c'est des peuples avec des structures et des organisations relativement restreintes, c'est-à-dire que à partir du moment, ça aussi le disent les historiennes, les préhistoriennes, à partir du moment où on commence à centraliser le pouvoir, où les sociétés se militarisent et on commence à avoir des États centralisés, et la militarisation et les formes de pouvoir vont être concentrées sur les hommes qui ont cet espace davantage probablement
probablement parce que les femmes, eh bien, ont l'espace domestique et ne sont pas sollicitées de la même manière. Mais dans les sociétés où ces fonctionnements ne sont pas présents, eh bien, il y a un certain équilibre. On connaît par exemple le peuple des Na en Chine, dans lesquels il n'y a pas... les pères, on dit que ce sont des sociétés sans pères, où les femmes peuvent choisir leur compagnon, peuvent choisir surtout le père des enfants et transmettre les propriétés. Parce que la question de la propriété aussi va faire. C'est un système qui n'est pas seulement de genre, mais un système capitaliste qui va s'organiser, où la propriété, à partir du moment où elle est concentrée dans les mains des hommes, eh bien, va renforcer leur pouvoir. Mais bon, voilà. Donc, juste pour préciser, ces débats, c'est intéressant aussi de débattre autour de la question, parce qu'on n'a pas abordé le mot qui fâche souvent en tant que féministe, patriarcat. Eh bien, il s'agit quand même de ça dont on parle. Restons là-dessus et restons en Amérique latine pour peut-être voir comment les mobilisations se déclenchent et se répandent comme la poudre. Par exemple, il y a eu ce mouvement parti du Chili pour dénoncer les violences patriarcales, un mouvement qui a fait le tour du monde. La performance consistait à chanter les yeux bandés et les bras tendus. Voilà, donc ça c'était la performance du collectif Las Tesis, les thèses qui s'appelaient comme ça pour répandre les thèses féministes qui avaient cours. Ce clip-là, cet hymne-là a été décliné dans de nombreuses langues, dans de nombreux pays, adapté, si je puis dire. Comment vous expliquez que ça ait eu autant de résonance dans le monde, et est-ce que c'est ce genre de mobilisation assez emblématique, assez forte, qui peut aider à faire bouger les choses, ou c'est Alors justement, alors, je crois que ce qui fait la spécificité de ces mouvements et ce qui font aussi bouger les choses, en tout cas qui amplifie le mouvement, c'est que les femmes se sont emparées de l'art. Et là, on a un exemple de justement ce que j'évoquais, où on travaillait dans le livre que vous avez cité, Féminisme et artivisme, ce qu'on appelle l'artivisme, et qui en Amérique latine a été une des formes d'expression des mouvements féministes les plus dynamiques et novateur comme technique d'expression. Et donc, l'artivisme, c'est-à-dire l'association à la fois des mobilisations, et Las Tesis, c'est exactement ça. Comment faire transmettre les thèses féministes autrement que par des conférences ou des livres? Eh bien, tout simplement en prenant l'art et en mobilisant l'art, et on voit bien la force. Cet hymne-là a bien montré que c'est une façon d'exprimer et de se mobiliser très qui porte beaucoup, parce qu'on vit en fait à la fois vivre le corps, l'expression du corps. La corporalité va être très mobilisée, la musique, les textes aussi. Donc tout ça conjugué a fait la force aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de marcha ou de marche dans les Amériques. On n'est pas des chants. Les batucadas, par exemple, qui se diffusent au Brésil, comme à Mexico ou à Lima, et les performances où les féministes donc expriment leurs revendications. Alors c'est une façon aussi de protéger les femmes, parce que les mobilisations politiques dans des pays quand même où elles sont exposées clairement, physiquement, eh bien c'est aussi une façon de se protéger en disant que bon voilà, c'est des performances, que ce sont des formes plutôt moins militantes, on va dire, en tout cas qui paraissent ainsi, en apparence. En apparence, parce qu'on voit le texte. Les textes, c'est vraiment très très fort, très affirmé. Est-ce que je peux vous voyez chanter pendant qu'on regardait les images? Oui, ça m'émue tout le temps. Mais j'ai la mémoire des places où j'ai performé ça avec mes camarades, et c'est quelque chose qui me reste dans la quotidiennité.
Et je dirais que c'est quelque chose qu'on peut lier au MeToo, dans une continuité où on est parti à nommer les abus, les violences, et là on est arrivé à nommer notre force. Parce que ce mouvement contemporain, je dirais, il n'est pas qu'un mouvement où les femmes se nomment en tant que victimes. On en a marre d'être nommées en tant que victimes. On n'est pas victime. On a une force, on a du pouvoir et on a besoin de l'exprimer. Et l'art, ça nous a permis de nommer un nous, un grand nous global, et de libérer cette force qui est collective, qui ne peut pas être que collective. Voilà. C'est ce qu'on ressent effectivement en regardant cette performance. On en termine. 2 petites questions. Si on se revoit dans 5 ans, qu'est-ce qui aura changé selon vous? Est-ce que je peux quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que ça me semble être essentiel. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'échelle planétaire, il y a quand même une fracture entre des féministes qui sont définis comme occidentaux et des féminismes qui sont définis comme ne l'étant pas. Ce qui est vraiment extrêmement problématique. Et l'asthésie, c'est hyper intéressant parce que ça montre que ce mouvement est planétaire et qu'il est nécessairement, qu'il doit absolument être horizontal. Et que les femmes du monde majoritaire doivent être respectées à part égale. Et c'est vraiment hyper important de le préciser, parce que le système d'écrasement des femmes, qui est quand même hyper majoritaire à l'échelle historique et planétaire, les systèmes patriarcaux sont majoritaires, ils sont verticaux. Ils sont animés par des chefs de parti, etc., qu'il faut suivre, comme on dit, comme un seul homme. Et les mouvements qu'on voit, le mouvement qu'on voit post-MeToo, mais pré-MeToo aussi, en réalité, c'est la construction d'un monde horizontal où toutes les femmes qui sont engagées dans ce combat, et moi je suis totalement d'accord avec vous, moi je crois qu'on en a marre d'être considérées comme des victimes, alors que nous sommes en fait des résistantes, des survivantes pour beaucoup d'entre nous, et des résistantes. Et les deux choses sont liées. Et cette horizontalité, elle est hyper importante. Et c'est la seule chose qui va nous sauver. Et comme le dit très bien Rita Laura Segato dans la conclusion du livre, immense intellectuelle et activiste argentine, mais qui travaille au Brésil, rien ne se fera sans la politique des femmes. Et la politique des femmes, ce n'est pas mimer ce que font les hommes. Nous avons vraiment une expertise que nous pouvons développer et cette expertise, elle peut transformer le monde. Et moi, je crois vraiment que nous sommes à un tournant, en fait, de notre humanité commune et que c'est le moment de sortir ce que Rita Laura Segato appelle la préhistoire patriarcale de l'humanité, parce que nous ne sommes pas encore entrés dans l'histoire. Et donc, nous ne serons pas entrés dans l'histoire tant que nous n'aurons pas réglé cet épineux et très ancien problème de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et donc, dans 5 ans, on aura avancé. Et à ce moment, on aura réglé le problème. Ça sera nécessairement, on sera plus loin dans ce combat, puisqu'on a 2 enjeux critiques, j'entends bien, qui est d'un côté la crise climatique, de l'autre la question des féminicides, qui est une pandémie, et les 2 choses sont liées, en fait. Donc il faut avancer sur les 2 questions en même temps. Donc nous avons, c'est plus qu'une urgence, je dirais. Dans un instant, on discute de ce qui occupe une bonne partie du débat en France, à savoir est-ce que les mouvements féministes vont trop loin, est-ce que c'est trop radical. Certains parlent même de tribunal médiatique. Ça vous inspire quoi ? Je trouve ça sidérant, en fait, comme je le dis souvent, parce que il me semble que globalement, depuis des siècles au moins, les femmes sont réduites au silence. Et qu'on devrait, au contraire, dans une société comme la nôtre, parlons de la société française, mais plus généralement dans la société planétaire, se réjouir en fait que les femmes non seulement continuent à parler, mais qu'elles soient entendues, parce que, encore une fois, aucun monde vivable, respirable, pour tout le monde, ne peut se réaliser sans qu'on règle la question des violences faites aux femmes. Merci à toutes les 3. Merci Léna, tu cèdes ta place à Marine pour la suite de notre émission spéciale MeToo 5 ans après.